I have never seen anything to like. I have never heard of anything to like. I think these caves are unique and simply exceptional. Une cathédrale et ses grottes, c'est pas la même chose. C'est moins compliqué à faire la cathédrale que ça. C'est fait dans du granit. C'est quand même un des matériaux les plus durs. Pour moi, c'est pas une grande précision. C'est d'une extrême précision. On peut refaire une cathédrale avec 300 tailleurs de pierre bien motivés, mais barre à barre, c'est actuellement dans la mesure de l'impossible. Bienvenue au cœur de l'Inde ancienne, dans un chapitre oublié de son histoire, qui pourrait bien changer l'histoire. De tous les pays que nous avons eu la chance de visiter, l'Inde est probablement celui qui nous a le plus impressionnés. De ses enfants des rues à ses incessants concerts de klaxons sur ses routes saturées, l'Inde est une terre inclassable et la visiter une expérience unique. Leader technologique mondial et pays le plus peuplé au monde avec plus d'1,3 milliard d'habitants, pont entre temps ancien et modernité, entre science et spiritualité, l'Inde est porteuse d'une riche histoire dans laquelle les Védas, au cœur de la tradition hindoue, constituent un véritable trésor littéraire et spirituel. Ces vieux écrits, rédigés en sanskrit, langue ancienne et sacrée de l'Inde, sont composés de rituels, d'hymnes, de prières et de connaissances philosophiques qui ont considérablement influencé la pensée indienne. Les plus célèbres sont probablement la Bhagavad Gita et le Mahabharata, où quelques-uns ont cru voir le portrait d'une Inde ancienne fantastique et technologique. Mais ces récits, comme tous ceux fondateurs des peuples du monde, sont considérés comme mythologiques et comme le reflet de l'imagination fertile des anciens auteurs. Comment pourrait-il en être autrement? Science et technologie avancées dans un lointain passé sont, selon notre histoire, rigoureusement impossibles. Avant ces récits fondateurs, nous étions des humains préhistoriques, de simples primitifs, comme nous l'aurions été durant près de 220 000 ans, vivant simplement de chasse et de cueillette. Bien ancré par notre histoire, le sens du progrès démarre de la roue il y a quelques milliers d'années pour aboutir au smartphone. La première et unique révolution industrielle humaine a eu lieu en Europe il y a un peu moins de 2 siècles. Dans le cas contraire, nous aurions évidemment retrouvé des traces d'industrie, mais l'Inde, comme tous les autres pays, n'ont rien laissé de tel. C'est du moins ce que nous croyons. Toujours selon notre histoire, les chambres de Barabar et Nagarjuni seraient de simples abris offerts il y a 2300 ans par des rois à une secte de mendiants afin qu'ils se protègent de la pluie pendant la mousson. L'affaire est pour ainsi dire classée. Car contrairement à d'autres sites archéologiques de la région, elles ne sont ni grandioses, ni richement décorées, et c'est peut-être la raison pour laquelle elles sont si peu connues, même des Indiens. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, car lorsqu'on les investigue en profondeur, elles se révèlent si exceptionnelles qu'elles pourraient constituer les marques d'un passé de l'humanité très différent de celui que l'histoire nous rapporte. Parce que nous ne possédons aucune archive concernant la conception, la fabrication ou la fonction de ces chambres. Parce qu'elles sont uniques, jusqu'à preuve du contraire, de telles prouesses n'ont jamais été reproduites ni en Inde, ni ailleurs dans le monde. On ne peut pas se lancer sur un travail comme ça du jour au lendemain en disant bah, tiens, on va faire une grotte, etc. C'est pas possible, c'est pas un coup d'essai. Parce que les inscriptions les plus anciennes parlent de donation et non de fabrication.
Parce qu'elles ont été réalisées avec une précision digne du monde industriel moderne. C'est d'une précision hallucinante. Aller taper sur du millimètre, on va faire ça sur de l'auscultation, on va faire ça sur de la surveillance d'ouvrages d'art. On a du mal à imaginer sur des tels volumes. Oui, c'est ultra précis. Parce que leur forme ne révèle leur réelle complexité qu'avec des scans 3D. Effectivement, on ne suit pas une forme parfaite, mais on suit une répartition, un volume symétrique parfait, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, en haut ou en bas. Parce que leur conception fait intervenir des savoirs mathématiques très au-delà de ceux attribués à l'Inde ancienne. Il faut maîtriser le nombre pi avec beaucoup de décimales après la virgule. Et parce qu'elle joue avec les fréquences sonores comme aucun autre endroit au monde, et que c'est peut-être là que réside la véritable clé de leur mystère. C'est en janvier 2017 que nous les avons visités pour la première fois. Inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, les chambres se répartissent sur les sites archéologiques de Barabar et Nagarjuni. À une quarantaine de kilomètres de Bodh Gaya, ville célèbre pour le bouddhisme, car c'est ici que le Bouddha aurait vécu son illumination. Après environ 1h30 de route, on accède au site de Barabar par un long escalier qui nous mène à ce que les géologues appellent un dos de baleine. Une immense carotte de granit d'une centaine de mètres de long. À l'intérieur, 3 chambres ont été creusées et taillées. Par commodité, nous avons conservé pour les chambres les noms employés dans notre film précédent, mais il n'est pas certain qu'ils soient originels. La première en arrivant sur le site est Karan Chopar. L'entrée est un passage de forme trapézoïdale, plus large en bas qu'en haut, qui pénètre directement dans la roche-mère. On aperçoit des inscriptions gravées dans ce passage qui débouchent sur une salle rectangulaire à sa base, dont les parois sont très légèrement inclinées. Sur la largeur, un banc, solidaire de la roche, a été taillé. Malgré quelques imperfections, elle est tellement polie qu'elle paraît presque métallique à la caméra. La voûte semble cylindrique. Passons maintenant sur l'autre versant de ce dos de baleine. Voici l'entrée de la chambre Sudama. Différente de la précédente parce qu'elle possède d'abord un renfoncement que les tailleurs de pierre appellent un premier nu, dans lequel le passage est taillé. Également gravé d'inscriptions, il mène à une salle rectangulaire, surplombée d'une voûte cylindrique et des parois lisses et brillantes, légèrement inclinées elles aussi. Dans cette paroi, on aperçoit une niche, pas terminée et pas d'époque. La paroi qui lui fait face possède une forme courbe et est coiffée d'une portion de coupole qui la fait ressembler à un champignon. Au centre de cette paroi, un passage mène à un dôme avec un plafond en forme de demi-sphère. À une trentaine de mètres de Sudama, toujours taillée dans le même dos de baleine, se trouve la chambre Lomas Rishi. Elle est la seule à posséder un porche joliment orné et très circulaire, souvent la première photo que l'on voit lorsque l'on fait des recherches sur ce site. Contrairement aux deux précédentes, l'encadrement de l'entrée est courbe, il est percé d'un passage trapézoïdal qui, lui, ne comporte pas d'inscription. Cette chambre inachevée semble être une copie de Sudama, à moins qu'elle soit un essai raté. 3 des parois apparaissent quasiment finies, tandis que le reste de la chambre en est encore aux gros œuvres. Le passage qui mène au dôme est presque terminé, mais le dôme en est bien loin. On observe partout des traces anarchiques de pics, un outil utilisé pour dégrossir la forme en enlevant de grosses portions de matière.
Depuis ce dos de baleine, un chemin mène à la dernière chambre, isolée, de Visvasopri, qui est également inachevée. Elle diffère totalement des autres par son entrée. C'est une sorte de vestibule, quasi terminée car ses parois sont polies mais pas le sol. Une inscription est gravée sur la paroi de droite. Un passage trapézoïdal débouche sur une pièce pas assez avancée pour déduire la forme finale, probablement circulaire. À 1,6 km à vol d'oiseau du site de Barabar se trouve celui de Nagarjuni, un empilement naturel de centaines de roches formées sur des millions d'années qu'on appelle un chaos granitique. De ce côté, au terme d'un escalier assez raide, la chambre Gopika a été taillée à l'intérieur d'une roche massive. Un passage trapézoïdal sans encadrement, ressemblant à celui de Karan Chopar, mène à une grande salle de forme ovale. Ses parois inclinées sont à nouveau lisses comme du verre et sa voûte harmonieuse. Une longue fissure la traverse dans toute sa longueur. De l'autre côté de ce chaos granitique, au terme d'un long chemin, on arrive à la chambre Vapiyaka. Elle possède une entrée similaire à celle de Sudama, faite d'un encadrement rectangulaire suivi d'un passage trapézoïdal dans lequel des inscriptions sont gravées de part et d'autre. Orientée au sud, c'est la plus lumineuse de toutes. Ses parois également inclinées sont surplombées d'une voûte cylindrique. Dans la roche juste à côté, le passage d'entrée de Vadatika se trouve un peu enclavé. De sections trapézoïdales du même type que ceux de Karan Chopar et Gopika, il nous conduit à une salle entièrement courbe, en forme harmonieuse de chaussons, dont les parois sont à nouveau totalement lisses. Ce qui nous fait donc un total de 7 chambres, 5 terminées et 2 inachevées, qui auraient été offertes il y a environ 2300 ans, soit en moins 300 avant notre ère. Nous avons été très surpris par leurs parois dressées, lisses et planes comme des plaques de marbre, si lisses et polies qu'on s'y reflète presque comme dans un miroir, alors qu'elles ont pourtant été taillées dans le granit, une des roches les plus dures. Vous n'êtes probablement pas plus familier avec ce jargon de tailleur de pierre que nous l'étions au début de nos recherches, alors expliquons tout d'abord ce qu'est une surface dressée. C'est une surface brute qu'on a percutée pour la rendre à peu près plate. Il existe une grande différence entre une surface lisse et une surface plane. Lisse, c'est lorsque c'est doux au toucher, que ça a été poncé et poli, alors que plan, ça signifie que c'est totalement plat. Ça peut être lisse, mais pas forcément plan, et ça peut être plan, mais pas forcément lisse. Mais à Barabar et Nagarjuni, c'est à la fois lisse et plan, ce qui est apparemment une configuration unique dans l'art rupestre, c'est-à-dire taillé à l'intérieur de la roche. En parler est une chose, mais mesurer les surfaces en est une autre. Et pour ça, nous employons entre autres outils un rugosimètre. Mais ceux qui ne nous connaissent pas doivent certainement se demander ce qu'est cet appareil, ce que nous faisons avec et qui nous sommes. Nous sommes une équipe passionnée par l'étude de sites archéologiques anciens, auxquels nous avons déjà consacré plusieurs films, avec un regard différent, davantage technique qu'historique.
Car lorsque les écrits sont muets, les édifices parlent. Leur conception et leur réalisation témoignent du niveau scientifique et technique de leurs auteurs et racontent leur rapport au monde. Par leur étonnante complexité, les chambres de Barabar et Nagarjuni sont une véritable énigme, dont vous allez bientôt prendre toute la mesure. Confronté à une énigme sans solution apparente, le philosophe et mathématicien français René Descartes recommandait de se défaire de ses a priori et préjugés, c'est-à-dire tout ce qu'on croit savoir sur un sujet, pour faire table rase et repartir de zéro. Face à ce genre de surface, nous ne nous interdisons donc pas de penser au-delà de l'ouvrier en tenue légère équipé du simple marteau-burin qui jalonne les représentations du passé et capable de prouesses qui défient notre raison moderne. Et si notre histoire avait oublié ? Comme le mécanisme denticitaire, par exemple, présenté dans notre film précédent, disparu depuis 2000 ans avant qu'on en retrouve un exemplaire au fond de la mer. Un mécanisme qui remet en question tout ce qu'on croyait savoir du niveau scientifique et technique des Grecs anciens. Le pire est que, non contente de l'avoir oublié, l'histoire ne prenait pas au sérieux les auteurs qui l'évoquaient. Mais revenons à notre rugosimètre. Cet appareil permet de mesurer la rugosité d'une surface, soit les écarts entre ses reliefs au micron ou micromètre, c'est-à-dire au millième de millimètre. Pour vous expliquer son fonctionnement, nous avons fait appel à Michael Toutain, un ingénieur du fabricant de notre appareil. Le SJ210 se compose donc d'un corps, d'un stylet à patins pour prendre des rugosités sur surface plane. On mesure ce qu'on appelle la rugosité. C'est une mesure d'état de surface d'un produit. Le RZ est un type de mesure, plus sa valeur est petite et plus la surface est lisse et sans défaut. Le granit est composé de quartz, de feldspath et de mica. Le quartz étant le plus dur et le plus difficile à rendre plat et à polir, mesurer la précision de la surface sur le minéral le plus dur permet de déterminer la précision globale et donc de déterminer la qualité de l'ensemble du travail. En 2017, lors de notre première visite, le géologue Éric Gontier avait passé le rugosimètre à Barabar et Nagarjuni et voici ce que nous avions obtenu. Pour apprécier ces résultats, il nous faut un point de comparaison. Nous avons demandé à Michael de passer le rugosimètre sur ce que l'on appelle un marbre, bien que ce soit une plaque de granit polie industriellement. On va faire une mesure sur un marbre donc fabriqué par un procédé industriel, donc qui va être rectifié et donc c'est du granit. On va lancer notre mesure tout simplement. On peut en même temps voir la valeur de RZ de 9,492. Ces marbres sont faits par des machines en fait. Et on s'aperçoit que sur des grottes en verticale, faites à la main, avec des valeurs, on va dire, de RZ 9 fois moins imposantes, c'est plutôt incroyable quand même. Pour continuer dans les comparaisons, cette plaque de marbre a été polie de cette manière, avec cette machine. Et lorsque l'on passe le rugosimètre dessus, voici ce que l'on obtient. Et sur le verre d'une vitre, nous avons refait environ 80 mesures à Barabar en avril 2023. Voici la meilleure, obtenue dans Soudama, une chambre qui a 2300 ans, au moins. Soit à peine plus que le verre d'une vitre et presque 20 fois plus précis que celle de cette plaque de granit, polie industriellement. C'est absolument incroyable. On croyait que ça a été fait avec au laser. Enfin, ça n'a pas été fait au laser. Ça s'est fait à la main. Face à de telles parois, on ne peut en effet s'empêcher de penser à l'emploi de machines puissantes, ce qui simplifierait considérablement la question. Mais à ce stade de l'enquête, de petites imperfections semblent orientées vers l'utilisation d'outils guidés par la main de l'homme, à un niveau de précision étonnant, il faut bien l'admettre. Le résultat de 9,492 ne signifie pas que nous serions aujourd'hui incapables de polir du granit aussi précisément qu'à Barabar, mais tout simplement que cela suffit amplement pour vérifier la conformité de certaines pièces industrielles. C'est dire le niveau de soin apporté aux parois de ces chambres, des parois quasi verticales comme le fait remarquer Michael Toutain. Car ce n'est pas du tout la même chose de polir des surfaces dans le sens de la gravité que verticalement, ou pire, dans les voûtes.
Mais pour mieux apprécier le caractère exceptionnel du travail effectué à Barabar, allons visiter le site de Son Bandar. Sur ce site, on trouve 2 chambres qui ont été datées à partir d'inscriptions aux alentours du 3e ou 4e siècle de notre ère, soit plus de 600 ans après Barabar. Le passage d'entrée de la première est de section trapézoïdale. Il ressemble à celui de Karan Chopar, de Gopika et de Vadatika. Cette chambre est aujourd'hui surmontée d'une structure de béton, probablement pour la renforcer car à droite, la voûte d'une seconde chambre a été totalement brisée, laissant le volume à ciel ouvert. La première chambre comporte une fenêtre, mais vu l'état dans lequel est la seconde, on ignore si elle en possédait également une. On y aperçoit des sculptures, ainsi que des inscriptions sur lesquelles repose la datation du site. Mais l'humain ayant la fâcheuse habitude de remplacer le nom de ses prédécesseurs par le sien, cette datation est contestée par un indologue, c'est-à-dire un archéologue dédié à l'Inde. Elles ont été taillées dans un schiste métamorphisé, une roche a priori moins dure que le granit, mais également moins homogène, ce qui explique que certaines parties soient davantage polies que d'autres. Mais la vague ressemblance avec Barabar et Nagarjuni s'arrête là. Les parois ne sont ni totalement planes ni totalement polies, pas inclinées, le sol n'est pas horizontal et loin de l'être. Bref, le travail n'a pas grand-chose à voir. Ce chantier aurait pourtant été réalisé plus de 600 ans après ceux de Barabar et Nagarjuni. Le sens du progrès tel qu'on le connaît prend une belle claque. Mais comment expliquer cela ? Très simplement par le fait que les techniques peuvent rapidement se perdre à cause d'invasions, de guerres, d'épidémies ou de changements de pouvoir. Raison pour laquelle aucune chambre taillée n'égalera jamais plus celle de Barabar et Nagarjuni. Aucune chambre ? Non. Il en existe une dernière que nous avons mis un peu de temps à localiser. Ceci afin d'éviter une ou plusieurs journées perdues, car en Inde, les distances ne s'apprécient pas en kilomètres, mais en durée de parcours. À environ 70 km de Barabar, taillé à l'intérieur d'un rocher totalement isolé, auquel a été adossée une construction moderne, se trouve la chambre de Sita Mari. Très petite, environ 5 mètres sur 3,50 mètres, sa forme pourrait être un croisement entre celle de Vapiyaka et celle de Vadatika. Comme elle est utilisée religieusement de nos jours, il nous a été difficile de l'investiguer plus profondément. Les surfaces ont été bien dégradées et n'apparaissent pas en polymiroir comme à Barabar, car elles sont recouvertes de suie, ce qu'au passage, on ne voit ni à Barabar, ni à Nagarjuni. Elle est dépourvue d'inscription et personne ne sait si elle faisait partie du lot des chambres de Barabar et Nagarjuni, ni si elle a été réalisée avant ou après. Il est difficile de trouver des informations détaillées à son sujet, et surtout vraies, car voici comment l'a représenté l'archéologue Percy Brown dans son livre. Article repris ensuite par d'autres livres et blogs, pour finalement être intégré à une page Wikipédia, dans laquelle on va même jusqu'à spéculer sur l'influence de sa voûte en ogive sur les constructions ultérieures. Les études sur site sont incontournables. Elles permettent parfois des prises de conscience importantes, comme celle de l'indologue Harry Falk, spécialiste incontesté de la vie du roi Ashoka, selon nous l'auteur des plus importants travaux sur les chambres de Barabar et Nagarjuni. Voici ce qu'il a écrit à leur sujet dans son livre, l'un des plus complets à ce jour. Seule la combinaison de dévotion, de croyance en la réalisation de l'impossible, de fanatisme, d'indifférence à la dépense, d'un sens de l'esthétique, d'un amour de la perfection technique et d'un désir de reconnaissance par les générations à venir amènerait quelqu'un à initier un tel travail. Cette combinaison n'a pas d'égal dans l'Inde ancienne. Avant toute chose, faisons un bref historique de la découverte de ces chambres. 1785, John Herbert Harrington découvre 4 des chambres à l'abandon depuis des siècles. Karan Chopar, Sudama, Lomas Rishi et Gopika. Personne ne sait plus qui les a réalisées, ni quand, ni pourquoi.
1811, Francis Buchanan trouve une nouvelle chambre à Barabar, Visvasopri, et 2 autres à Nagarjuni, Vapiyaka et Vadatika. 1837, James Prinsep déchiffre à Nagarjuni des inscriptions en brahmi, une langue employée il y a plus de 2000 ans, qui nous apprennent que Vapiyaka, Vadatika et Gopika ont été offertes par le roi Dasaratha à la secte des Ajivika afin qu'ils se protègent de la pluie. 1847, Markham Kitto découvre sur la façade de Karan Chopar une inscription en brahmi presque effacée et illisible. 1861, Alexander Cunningham attribue les chambres de Barabar au roi Ashoka, supposé être le père ou le grand-père de Dasaratha. 1925, Eugène Hulch déchiffre l'inscription découverte par Kitto et conclut que toutes les chambres de Barabar, comme celles de Nagarjuni, sont également des abris contre la pluie. L'affaire de ces énigmatiques chambres est enfin résolue. Mais en 1997, Harry Falk conteste la traduction de Hulch. Si les chambres de Barabar ont bien été offertes par le roi Ashoka, aucune fonction n'est mentionnée. Voilà où en était la recherche en 2017, au moment où nous les avons découvertes. 3e roi de la dynastie Maurya, fondée par son grand-père, le roi Chandragupta Maurya, Ashoka serait donc le commanditaire de ces chambres. À la 8e année de son règne, désireux d'annexer l'état féodal et pacifiste du Kalinga, Ashoka entraînera l'Inde dans la guerre la plus meurtrière de son histoire, qui fera plus de 100 000 morts et plus de 150 000 prisonniers. Ashoka followed Iranian mercenaries to have that Kalinga war effected, to his desperation in the end. Épris de terribles regrets, Ashoka se convertira au bouddhisme et partira une année en retraite dans un monastère. The small movement of the Buddhists, it was not a big thing as we know nowadays. It was a small group. And without Ashoka, Buddhism would have disappeared. Il aurait régné environ 28 ans et aurait donc légué les chambres de Barabar à la secte des Ajivika, composée de mendiants qui vivaient quasiment nus. Ashoka changed India from a clay and bamboo country to a stone country. Same thing like Augustus changed Rome from a wooden town to a stone town. There's nothing that you can point out and say this stone technology was there. And at such a height of technology, it's not just stonework, it is perfection. Avec les piliers d'Ashoka, d'une trentaine de tonnes chacun, ces chambres constitueraient donc les premières œuvres Maurya de pierre, dont l'une des caractéristiques principales est le poly-Maurya. Parlons maintenant de la datation des chambres qui s'appuie sur les inscriptions gravées. Si on se fie à celles attribuées à Ashoka, les premières seraient celles de Barabar. Parmi elles, Sudama aurait été la première léguée par Ashoka. On trouve une dédicace qui a été traduite ainsi. Cette grotte, appelée Nigroda, a été léguée aux Ajivika par le roi Priyadarsine quand il a été oint pour sa 12e année de règne. Priyadarsine se rapporte à Ashoka, le mot Ajivika a été gratté et aucune fonction n'est indiquée. C'est aussi à la 12e année du règne d'Ashoka que la chambre Visvasopri aurait été léguée. Ici encore, le terme Ajivika a été gratté, aucune fonction n'est indiquée et elle est dédiée alors qu'inachevée. Puis 7 ans plus tard, Karan Chopar aurait été légué aux Ajivika. Suivant Eugène Hulch, l'inscription a longtemps été interprétée comme ceci. Dans ma 19e année de règne, moi, le roi Priyadarsine, offre cette grotte de la très plaisante montagne Kalatika pour servir d'abri durant la saison des pluies. Mais après l'avoir nettoyée, Harry Falk a proposé une nouvelle lecture. Quand le roi Priyadarsine a été oint pour sa 19e année de règne, il s'est rendu à Jaluta et cette grotte nommée Supriyaksa a été léguée aux Ajivika. There's no proposal from my side. There's only a reading, and everybody who goes there has no choice but to read the same thing. Plus de mention d'abri donc. Quant à Lomaz Rishi, elle ne comporterait aucune dédicace datant de la période Ashoka parce qu'elle serait inachevée.
Mais l'argument ne tient pas face à Visvasopri, qui n'est pas non plus achevé et pourtant dédié. Les chambres de Nagarjuni auraient quant à elles été léguées par le successeur d'Ashoka, Dasarata, fils ou petit-fils d'Ashoka, dès qu'il serait monté sur le trône. Une première inscription dit « Cette grotte appelée Vapiyaka a été léguée au respectable Ajivika comme résidence pour la saison des pluies, pour aussi longtemps que la lune et le soleil dureront par Dasarata, aimé des dieux dès qu'il fut installé comme roi. » Même texte sur Vadatika et Gopika, seul le nom des chambres change. There's only a short time between Ashoka and Dasharatha, and he could have been his son, or he could have been his grandson. Si Dasarata les lègue dès son arrivée sur le trône, c'est qu'elles étaient déjà réalisées. The idea that all the caves have been ordered to be made by Ashoka is quite widespread. Ce qui implique que toutes les chambres de Barabar et Nagarjuni auraient donc été produites en 28 ans, soit la durée totale du règne d'Ashoka. Fait important, aucune de ces inscriptions, ni à Barabar ni à Nagarjuni, ne mentionne la fabrication, mais seulement des donations. D'autres inscriptions, plus tardives, montrent que certains n'ont pas hésité à faire graver leur nom, sans pour autant être les auteurs de ces chambres. Comme à Barabar, sur le porche de Lomaz Rishi, au 5e siècle de notre ère, soit environ 700 ans après Ashoka, puis sur les parois des passages d'entrée d'autres chambres. On trouverait enfin une mention de la donation des chambres de Barabar par Ashoka à la 27e année de son règne, mais l'indologue Jules Bloch reste prudent, si les donations de grottes aux Ajivikas sont bien de lui. La partie supérieure, dénuée d'inscriptions de l'un de ces spectaculaires piliers brisés, a été transportée à Bodh Gaya. There have been no pillars in India, and suddenly you have huge, heavy 30-ton pillars all over India, carried to places with inscriptions, erected, having a capital and having a beautiful animal on top. Out of the blue, out of nothing. There's not a single pillar that is older or anything the like. Ce caractère soudain des piliers comme des chambres a de quoi intriguer, car elles paraissent jaillir d'un coup. Point important de l'affaire, on ne retrouve nulle part ce que l'on appelle l'enfance de l'art, c'est-à-dire les endroits où les ouvriers se sont exercés et entraînés pour acquérir les savoirs et la maîtrise exceptionnelle nécessaires pour réaliser les chambres. Si elles sont bien les premières du genre en Inde, d'où viennent les compétences ? Face à ce problème crucial d'absence d'enfance de l'art, cherchant peut-être une origine totalement indienne des savoirs et techniques, l'indologue Gupta a rejeté les inscriptions de Son Bandar pour reculer sa datation d'un siècle avant Barabar en moins 400 avant notre ère, et ainsi en faire le chaînon manquant entre les grottes naturelles et les chambres de Barabar, en montrant au passage qu'une inscription peut donc être remise en question, fait intéressant à lire de la plume d'un indologue. The other way around is more likely that Ashoka was there as the first, and Sonbandar is simply a copy of it. Pour expliquer le miracle technique de Barabar, deux réponses. La première surnaturelle provient de Sitamari, où un pujari, un prêtre, officie encore de nos jours. Harry Falk avait rencontré son prédécesseur lors de sa première visite en 1993. He said, "The gods have made this. Do you think that men could do it?" This was his words. La deuxième, historique, est que les compétences nécessaires à leur réalisation proviendraient des Perses et de leurs tombeaux achéménides, ce qui expliquerait pourquoi Barabar et Nagarjuni sont uniques en Inde. And if any culture would have been able to do that, people living in that area, they would have done it more than once. Mais les rares photos disponibles, car leur entrée est strictement interdite, montrent que ce n'est pas du tout la même qualité de travail. Ni pour les voûtes, ni pour les parois, qui ne présentent pas de surface plane et polie, et pas davantage inclinées. Est-il possible de parvenir à de tels résultats du jour au lendemain, sans jamais l'avoir fait avant ?
Mais sur ces questions de taille de pierre, comme le fait remarquer le compagnon Éric Bernard... Bon, l'archéologue peut très bien parler pour le tailleur de pierre, mais le tailleur de pierre a le dernier mot là-dedans, parce qu'il sait très bien ses limites. Abordons maintenant le plus important, la fonction de ces chambres. When we think about the purpose of the caves, we see that there's a sort of a difference between Nagarjuna Hills and Baraba. In Nagarjuna Hills, Dasharatha says he hands over the caves for the Ajivikas so that they have a place to stay when the rains start pouring down in the monsoon. There is no good reason to produce such caves only as rain shelters. For my taste, these caves are royal caves. This brilliance is royal. It has nothing to do with the life of an ordinary ascetic, be he Buddhist or Ajivika or Jain or whatever. Whoever sees these caves will think of the royal family and of the personality of Ashoka, who was able to have such caves produced. Si elles ont bien été faites durant le règne d'Ashoka, donc en moins de 30 ans, elles auraient donc aussitôt été léguées aux Ajivika? He did not make them for the Ajivikas. In the end, he wanted to get rid of these caves. I think it is quite possible that the two 12-year inscriptions, so-called 12-year inscriptions, have been inscribed much later than the 12th year, and that even the names were invented by the Ajivikas. Bon, récapitulons. Ces chambres seraient, avec les piliers, les premières œuvres Maurya de pierre polie. Elles auraient été réalisées sur une période d'environ 28 ans. Elles sont les premières du genre et les savoirs auraient pu être importés. La fonction d'abri ne serait pas nécessairement leur fonction première. Toutes les inscriptions pourraient avoir été gravées bien après la réalisation de ces chambres et ne constituent pas des preuves irréfutables de datation et de fonction. Et finalement, la synthèse de tous les travaux antérieurs ne nous apporte aucune certitude. It saves a lot of time thinking if you stick to your own idea, and particularly if you have written about something. That's the end of most wrong ideas. They stay there, because otherwise you would have to confess in writing that in earlier writings you have been wrong. Précisons que la présence d'Harry Falk dans ce film n'implique pas qu'il épouse nos hypothèses. Nous le remercions sincèrement d'avoir joué le rôle difficile de porte-parole d'une communauté archéologique, ne s'exprimant pas ici d'une même voix, ce qu'il résume avec humour. If you have two archaeologists, you find three opinions. So every possible opinion has been published in writing and in lectures. So without making one better than the other. Mais rien d'anormal. Il manquait à tous ces chercheurs des informations que la technologie de leur époque ne pouvait leur fournir. Et c'est exactement à ce moment-là que notre équipe entre en scène. Lors de cette session de janvier 2017, nous avions essayé de mesurer ces chambres au télémètre, un laser qui mesure la distance. Mais ça n'a pas fonctionné à cause des parois inclinées. Le laser impactait plus bas en face et rendait les mesures précises impossibles. C'est pour cette raison que nous avons demandé à la société Art Graphique et Patrimoine, ou AGP, fondée par un ancien tailleur de pierre, fils et petit-fils de tailleur de pierre, de scanner en 3D les chambres de Barabar et Nagarjuni. Chacune a été scannée dans l'état, avec à minima 2300 ans d'usure, de la poussière, des nids de guêpes et des concrétions calcaires sur certaines parois dues à des infiltrations d'eau, ainsi que toutes les dégradations faites au cours du temps. Il nous faudra 2 jours entiers sur place, à raison de 3 à 6 sessions de scan par chambre, chacune étant définie par environ 100 à 300 millions de points, soit un point tous les millimètres, avec une précision absolue d'environ plus ou moins 2,5 mm. Cette imprécision fait varier les volumes en proportion, ce qui impacte beaucoup moins les angles.
AGP a ensuite assemblé tous les nuages de points pour chaque chambre. Ces nuages de points représentent les chambres en 3 dimensions, sans aucune déformation optique. On pourrait croire qu'en fait, c'est une modélisation 3D géométrique qu'on a fait. On va une image en 3 dimensions comme un IRM, l'existant. Et une fois qu'on l'a en 3 dimensions, on le coupe en tranches, comme un IRM, pour comprendre, pour interpréter. Ce ne sont donc pas des reconstitutions en images de synthèse, mais des représentations exactes des formes, ce qui s'apprécie plus facilement avec les scans des chambres inachevées Lomas-Richer et Visvasopri. Elle est inachevée ou modifiée, on ne sait pas. On voit tout de suite que la captation elle est réelle. Et sur toutes les autres, c'est la même chose. C'est pas parce qu'on a l'impression de voir un truc parfaitement géométrique que c'est du pipeau. Non, c'est la réalité telle qu'elle a été captée par l'appareil métrologique. Lors du bouclage du précédent film, AGP nous avait fourni quelques planches en nous annonçant que les chambres étaient toutes symétriques dans leur longueur. Symétrique ? Si vous n'avez pas sursauté à l'évocation de ce mot, c'est parce que vous ne savez pas encore exactement ce que cela implique. Symétrique, cela signifie qu'on peut couper la chambre en 2 dans le sens de la longueur et superposer exactement chaque partie sur l'autre, la moitié gauche sur la moitié droite, et inversement. Si vous le faites chez vous, il n'est pas certain que la pièce soit symétrique, car la tolérance de précision dans les constructions modernes varie de quelques centimètres. Mais pour chiffrer ces symétries, il nous fallait le rapport d'analyse détaillé des scans. C'est un dossier d'environ 40 pages de planches, de chiffres et de constats dont nous allons vous livrer quelques aspects. En préambule, AGP prévient d'un bruit dû aux surfaces très réfléchissantes qui rendent la mesure légèrement floue. Il y a un effet miroir dessus. Et cet effet miroir, il va refléter le laser et donc ça nous donne ce bruit de mesure-là. Des stries apparaissent aussi à divers endroits, mais elles n'existent pas dans la réalité. Justement, c'est le bruit de mesure qu'on voit ici. On a l'impression que les marquages ici sont très profonds, alors qu'on parle de 5/10 de mille. Nous allons décomposer les volumes de cette manière. Grande paroi, petite paroi, ligne de naissance des voûtes et évidemment, voûte. Sur cette coupe du scan au sol, le trait extérieur a une certaine épaisseur. Parce que le mur n'est pas parfaitement vertical. La différence d'aplomb qu'on a là, c'est cette épaisseur qu'on retrouve là. Et on la voit directement avec la 3/10 dimension. Pour vous familiariser avec leur langage, sur cette planche, AGP nous informe d'un tracé au sol avec quasiment aucune déformation, ce qui signifie... On peut dire qu'à 0,10 degrés près, on est parfait. Ce qui est en relatif la perfection. Et lorsqu'il est question de symétrie, comme par exemple ici avec Gopika, où 62% des 350 millions de points se trouvent à la même place à plus ou moins 2,5 mm. Sur des formes complexes comme ça, oui, on est parfaitement symétrique. Oui, il n'y a pas de discussion, là, c'est symétrique. Voici donc l'essentiel de ce rapport. Chambre numéro 1, Vapiaka. Ce scan est défini par 132 millions de points. Passage d'entrée précisément centré sur le petit côté. Rectangle au sol avec quasiment aucune déformation, angle droit parfait à 1/10 de degré près. Petite paroi inclinée à 88,5 degrés, variation de 0,8 de degré sur toute la longueur. Grande paroi à 87 degrés, variation de 1/10 de degré. Voûte formée par un arc de cercle parfaitement centré. Sol et lignes de mire parfaitement horizontaux. Symétrie longitudinale, voûte coupée dans le sens de la longueur, partie droite superposée sur partie gauche et inversement, 69,7% des points à la même place à plus ou moins 2,5 mm. Symétrie transversale dans le sens de la largeur, 75,1% des points à plus ou moins 2,5 mm. Chambre numéro 2, Karan Chopar. Nuage composé de 132 millions de points. Passage d'entrée placé à l'intersection d'un carré construit sur le petit côté. Rectangle au sol, quasi parfait. Petite paroi inclinée à 89 degrés. Grande paroi inclinée à 87,3 degrés. Voûte formée par association de 3 arcs de cercle centrés. Sol parfaitement horizontal. Symétrie longitudinale, 77,6% des points à la même place. Symétrie transversale, 67,8% des points à la même place. Chambre numéro 3, Vadatika. Nuage composé de 110 millions de points. Passage d'entrée centré sur le petit côté. Désaxé de 5 degrés par rapport à la perpendiculaire. Pas de ligne de mire, section entièrement courbe.
Chambre formée par carré plus demi-cercle. Angle au sol de la paroi latérale 85,5 degrés. Angle d'inclinaison de la paroi courbe du fond 83,7 degrés. Angle d'inclinaison du petit côté 88,5 degrés. Voûte composée de 3 arcs de cercle centrés. Sol parfaitement horizontal. Symétrie, 57,7% des points à la même place. Chambre numéro 4, Gopika. Nuage composé de 350 millions de points. Le passage d'entrée est placé à l'intersection d'un cercle construit sur le petit côté. Angle d'inclinaison des grandes parois, 87 degrés. Sol et ligne de mire précisément horizontaux. La forme de la chambre est très légèrement ovale. Les grandes parois sont très légèrement incurvées de moins de 6 cm sur toute la longueur. Au sol, ce sont des portions de cercle de 120 mètres de rayon. Voûte composée de 3 portions d'ogives mêlées. À part le sol et les côtés des passages d'entrée, cette chambre est entièrement composée de courbes. Symétrie longitudinale, 62% des points à la même place. Chambre numéro 5, Sodama. Nuage composé de 232 millions de points. Cette chambre comporte 2 salles. Premier passage d'entrée perpendiculaire, placé à 1/5 de la longueur du grand côté. Second passage d'entrée perpendiculaire et centré. La paroi courbe de la salle 1 suit précisément la paroi interne de la salle 2. Grande paroi latérale inclinée à 87,1 degrés. Petite paroi latérale inclinée à 89 degrés. La paroi de la salle 2 est inclinée à 86,7 degrés. La voûte de la salle 1 est composée d'un cylindre de rayon constant bien centré à l'axe longitudinal. Sols horizontaux. Symétrie, 61,1% des points à la même place. Grâce à ce rapport, nous connaissons maintenant les contraintes données au tailleur de pierre avant qu'il commence le travail. Forme, dimensions précises et angle, ce que l'on appelle le cahier des charges. Et dans ce cas, il est proprement édifiant. D'abord, ces 5 chambres sont symétriques. La moindre variation dans la forme d'un côté va se retrouver en miroir de l'autre. Ensuite, la position des passages d'entrée répond à une logique géométrique particulière. Enfin, les formes sont plus complexes qu'elles n'y paraissent. Les grandes parois de Vapillaka et de Karan Chopar sont inclinées selon des angles différents et le tout en miroir. Les voûtes de Vapillaka et de Sudama sont des portions de cylindres. La forme de Vadatika est composée de plusieurs sphères mêlées. Les grandes parois de Gopika sont très légèrement courbées, en plus d'être inclinées. La voûte de Karan Chopar est composée de 3 portions de cylindres. La voûte de Gopika est composée de 3 portions d'ogives. Un ingénieur géomètre et topographe a effectué un deuxième rapport à partir des données brutes du scan. Il a prolongé le travail d'AGP et a aperçu de nouveaux éléments. On part de ce découpage-là de portions de nuages, on les décompose. Je prends que les points mesurés par le scanner, uniquement eux. Et après, je demande au logiciel de venir faire le calcul du ou de la meilleure sphère qui va venir approcher l'ensemble de ces points. On refait la même chose par rapport à notre nuage de points qui est de l'autre côté, mais qui est complètement... Pour nous, c'est comme si c'était 2 nuages complètement indépendants dans l'espace. Et donc, on relance un nouveau calcul. Et c'est ça qui va devenir intéressant, c'est que quand on prend ces nuages de points qui sont positionnés à des endroits différents, on va obtenir des informations similaires de part et d'autre, à droite et à gauche. Autrement dit, ces 2 extrémités de la voûte sont des portions exactes de sphères, qui se trouvent en symétrie avec leur centre aligné. 3,956, 3,953, c'est peut-être numériquement des valeurs différentes, mais en termes de résultats et en termes de mesure et en termes de certitude de mesure ou d'incertitude de mesure, on peut très bien corréler ces 2 chiffres. Compte tenu des imprécisions, du bruit, du scan, 3,953 égale 3,956. En réalité, ce ne sont pas exactement des portions de sphères. C'est encore un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que là, ici, les écarts de taille par rapport à la forme géométrique d'origine
elle est en symétrie. C'est-à-dire qu'on a fait la même erreur de chaque côté et on a fait la même erreur suivant le même modèle. Donc, c'est pas une erreur. C'est dire la précision de réalisation. La voûte est donc faite de portions fusionnées d'ogives et de sphères, le tout en miroir. Il a ensuite procédé de la même manière avec Vadatika. Le logiciel a sorti une sphère parfaite, en bleu sur cette image. Ce qu'on peut regarder, c'est la répartition des points par rapport à une sphère. Et on a ici une diffusion des couleurs qui est vraiment remarquable, que l'on retrouve de manière symétrique et homogène de chaque côté. Ce qui veut dire qu'effectivement, on ne suit pas une forme parfaite, mais on suit une répartition, un volume symétrique parfait, qu'on soit à droite, qu'on soit à gauche, en haut ou en bas. Les réalisateurs de cette chambre ne souhaitaient donc pas obtenir une portion parfaite de sphère, mais cette forme spécifique, puisqu'elle est symétrique. Voici pour terminer un extrait d'un 3e rapport produit par un compagnon tailleur de pierre, spécialiste de la géométrie en 3 dimensions, un simple constat fait dans Gopika. Pour rappel, la norme aujourd'hui pour la planéité d'un dallage, la tolérance de niveau, une règle de 2 mètres ne doit pas faire apparaître de différence d'alignement supérieure à 2 mm, soit 1 pour 1000 sur un plan. Ici, nous avons 1 pour 100 000 dans un espace en 3 dimensions. Que dire ? Croire que c'est fait pour faire joli et se faire plaisir, j'y crois pas une seconde. Quand on met autant d'énergie pour développer ça, c'est qu'il y a une raison. Je connais pas la raison. Pour arriver dans un niveau de symétrie et de finition, en finition de taille de pierre comme ça, c'est qu'on est au niveau de l'excellence dans la maîtrise du métier. Et donc là, on est au summum de ce qui peut être fait à ce moment-là. Des plans, des relevés, des chiffres, mais plus concrètement, qu'est-ce qu'ils signifient? Est-ce si compliqué que cela de réaliser de telles chambres? Qui, mieux que les tailleurs de pierre qui depuis des siècles font et se taisent, pourrait nous éclairer? Notre enquête nous a menés en Bretagne, pays du granit, à Nantes, puis à Paris, où nous avons rencontré des tailleurs de pierre qui ont accepté de se pencher sur le cas de ces chambres. Éric Bernard, compagnon et architecte de plus de 40 ans d'expérience. Olivier Lavigne, commis d'architecte puis compagnon depuis 30 ans, qui a étudié la taille ancienne, notamment en Égypte depuis 25 ans. Franck Petita, ancien tailleur de pierre. Mathieu Enaf, tailleur de pierre devenu appareilleur, qui gère actuellement des chantiers en maçonnerie et en taille de pierre dans une entreprise de restauration de patrimoine. Louis-Joseph Lambourreau, fils, petit-fils et arrière-petit-fils de tailleur de pierre, qui a travaillé plus de 30 ans à la restauration des monuments historiques parisiens et qui maintenant gère son entreprise de fabrication de maisons en pierre. Joël Kerhervé, artisan tailleur de granit depuis plus de 40 ans. Et Christophe Kini, artisan tailleur de granit depuis 28 ans. Nous leur avons montré les chambres et le rapport AGP et demandé pour commencer de noter le travail sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus facile et 10 le plus difficile. On est à 9,5 là, sur la difficulté de travail. 10. 10, voire même 12. 10, même 20. C'est simple, je mettrais 12. Par provocation, je dirais 12. C'est pour au moins placer la chose, l'objet dans notre réalité, quoi. Il faut savoir avoir déjà tapé dans du caillou, dans du granit pour savoir ce que c'est la complexité de ça et de faire de la géométrie. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas pratiqué ce genre de jeu ne peuvent pas se rendre compte. Avant AGP, on pouvait se laisser un peu gagner par pas le romantisme, mais le côté un peu, oui, on est des hommes de métier, on n'a peur de rien. Là, le cahier des charges est trop exigeant, quoi. Voilà, faut le comprendre. Alors nous, on peut très bien exécuter une chambre comme ça, avec un poli plus ou moins fini, qui contenterait l'œil. Mais on ne contenterait pas le cahier des charges qui est là, ça c'est clair. Des courbes de 120 mètres de diamètre sur 13 mètres de long, on va l'exécuter. Mais bon, après si vous mettez le SCAD, si vous mettez AGP sur notre boulot, on risque de passer pour des... Avant d'arriver à la forme adoucie ou polie, il y a plein d'étapes. Et chaque étape amène son lot d'erreurs et son lot d'imprécisions. Donc si à la fin on arrive à ça, c'est que toutes les étapes sont quand même bien maîtrisées. Il n'y a pas que le travail de la matière qui est maîtrisé, il y a aussi la géométrie qui est maîtrisée. Parce que ça veut dire qu'on commence par faire la porte pour accéder dans les salles et on sait déjà exactement ce qu'on va faire.
Si on avait disposé des bandeaux, des choses comme ça aurait permis de scinder le travail et puis de dissimuler d'éventuelles imperfections. Là, le fait de la perfection géométrique, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'erreur possible, quoi. Creuser à l'intérieur d'une roche et rendre, avoir un rendu poli comme celui-là, je ne sais pas du tout comment ils ont fait. Alors soit ils ont passé des siècles à polir, je ne sais pas, avec des tas de petits bras qui n'ont jamais arrêté. Honnêtement, je n'ai pas d'explication. C'est fait dans du granit. C'est quand même un des matériaux les plus durs. Mais aujourd'hui, je suis presque certain qu'on n'y arriverait pas. On pourrait peut-être actuellement arriver à cette exigence en faisant de l'appareillage de blocs, etc., etc. Par contre, le faire en excavation comme ça, non. Là, je ne vois pas de possibilité actuellement. Et même avec des outils mécaniques, ça serait... Arriver à un tel résultat, ça reste compliqué quand même. De nos jours, on ne serait pas plus précis. Avec des moyens beaucoup plus développés, parce qu'en fait, on a affaire à une taille rustique, donc on ne pourrait pas y mettre toutes les installations qui nous permettraient d'avoir quelque chose d'encore plus précis. Donc, on ne ferait pas mieux. Pour réaliser une chambre du type bar à bar avec des outils manuels, il faut d'abord dégrossir la forme générale avec des pics, puis travailler avec différents ciseaux de plus en plus fins, et ensuite abraser avec une pâte et un support qu'on frotte. Et on recommence autant de fois qu'il le faut. Et enfin polir. Au stade du polissage, la forme est déjà totalement terminée. Il faut absolument que le parement soit dressé et parfait avant même de commencer à frotter pour atteindre ce polymiroir. Le polissage, lui, il va être uniforme, donc il va retirer les mêmes épaisseurs partout. Donc le défaut, il sera visible. Là, on voit bien que la volonté, c'est qu'il y a une forme géométrique qui est définie, et donc il est hors de question de dépasser ces limites. Donc il faut s'en rapprocher. Donc il y a tout le polissage qui va prendre aussi un peu de matière. Donc pour arriver pile poil là-dessus, ça veut dire qu'on a compris et on sait combien d'épaisseur on va polir. Alors ce qui est intéressant avec le polissage dans le cas de ces grottes, c'est qu'il montre encore là aussi le niveau d'exécution. Parce que polir des voûtes, des intradoses de voûtes, c'est un enfer. Là, il y a aussi encore une démonstration d'une maîtrise qui est extraordinaire. Autant c'est gérable sur des surfaces d'atelier, sur une table, etc. Mais là, sur une surface réglée, propre, sans coup d'outil, prêt à être poli, ça aussi, c'est bluffant, c'est complètement unique. Est-il réellement possible de se lancer dans de tels chantiers sans jamais l'avoir fait avant? C'est pas le travail d'un débutant, ni d'un qualifié, ni d'un hautement qualifié. C'est d'un qualifié hyper qualifié qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est voulu, quoi. Oui. C'est voulu, c'est prévu, et là, il n'y a pas d'erreur possible. On peut pas changer en cours de route, quoi. Il y a une maîtrise géométrique extraordinaire et une maîtrise de la matière qui est tout aussi extraordinaire. Là, ça veut dire qu'il y a des années et des années d'apprentissage avant ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas se lancer sur un travail comme ça du jour au lendemain en disant bah, tiens, on va faire une grotte, etc. C'est pas possible. On n'aurait pas une qualité, une finition aussi aboutie si c'était un coup d'essai. Il y aurait quelques petites erreurs, il y aurait des petits réglages et on verrait l'évolution à travers les grottes. Alors que là, on voit bien que, grosso modo, elles ont toutes le même niveau de finition, etc. Ce qui correspond au niveau de la qualification des ouvriers. Donc ça ne vient pas de nulle part. Quand on voit le résultat, on a un peu l'impression que c'est travaillé d'une seule main. Parce que c'est tellement régulier, c'est tellement parfait qu'on n'a pas l'impression qu'il y a eu des quantités de bonhommes à travailler sur ce chantier-là. Le lieu vibre comme quelque chose qui résulte d'un travail d'efforts communs, de cohésion, de groupe qui est implacable, quoi. Tout est fait pour que les rapports humains professionnels dérapent. On voit très bien qu'en a l'expérience du chantier, j'ai été témoin d'une multitude de conflits, quoi. Voilà. Et pour des raisons bien moins compliquées que ça. Donc là, à mon avis, ils sont arrivés à un degré d'entente qui est assez troublant aussi. Là, l'engagement humain est relativement énorme, quoi. Le rapport a entre autres révélé les symétries des chambres, ce que personne avant ces scans n'avait vu. Obtenir des formes symétriques peut-il être accidentel? Ça peut pas être du hasard, hein. Clairement, c'est vraiment calculé, c'est fait exprès, quoi. Rien n'est fait au hasard. Tout a une raison.
Ça me paraît évident. Le hasard est exclu de l'affaire. Ouais. On est obligé de partir de points de repère très précis, qui vont être calculés au démarrage, avant de tailler. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas et on se dit, tiens, allez, je vais le faire là. Non, avant de le faire, on sait très bien qu'il y a un minimum de points de repère symétriques qu'on doit faire. Et à partir de cela, on va pouvoir définir tout le reste. Donc ils sont décidés avant. Ça veut dire que cette symétrie est quand même imposée et elle impose une pure rigueur à l'exécution, quoi. La symétrie, elle est quand même poussée assez loin dans la construction. C'est pas du tout du hasard. Ça a été voulu à un moment donné, ça a été exécuté ainsi. C'est ce que l'on constate aujourd'hui par les mesures. Si en plus on rajoute une symétrie au volume, ça multiplie par deux la complexité. Encore une contrainte supplémentaire. Si on n'a pas cette contrainte de symétrie, on avance et puis lorsque c'est convenable à l'œil, voilà, on arrête les frais, quoi. Par contre, s'il y a un cahier des charges tellement exigeant qu'il faut que le millimètre il soit partout, alors là c'est une autre paire de manches, c'est 2 fois le travail, quoi. 10 fois le travail. Faire le copier-coller réversible des deux formes et arriver à ce taux d'erreur, c'est pareil. Là c'est le pire du résultat de ce travail numérique qui porte tous les éléments de déstabiliser un professionnel, quoi. Que penser de la précision de réalisation révélée par les scans et les mesures? Arriver à être plus précis que ça va être très compliqué. Très très compliqué. C'est-à-dire que là, on sent qu'ils sont allés jusqu'au bout. Au vu des moyens de l'époque, je juge cette précision ahurissante, quoi. Ah oui, oui, oui. Pour moi, c'est pas une grande précision, hein. C'est d'une extrême précision. C'est d'une précision hallucinante. Dans un matériau pareil, avec une finition polie, les écarts que l'on peut mesurer avec des outils extrêmement perfectionnés d'aujourd'hui, honnêtement, c'est ça le plus impressionnant, le plus bluffant. Nous-mêmes, pour des choses beaucoup plus simples, on n'est pas aussi précis. C'est que dans le domaine de la mécanique productive, avec des volumes 1000 fois plus réduits, donc beaucoup plus facile à maîtriser. Donc là, je sais pas, c'est la partie la plus impressionnante, la précision. Pour moi, tailleur de pierre. Aller taper sur du millimètre, on va faire ça sur de l'auscultation, on va faire ça sur de la surveillance d'ouvrages d'art, sur la surveillance de stations nucléaires, de choses ou d'ouvrages qui nécessitent d'analyser des mouvements qui sont eux au millimètre. Quand on voit les potentiels écarts relevés au scan 3D où on parle d'une symétrie avec des écarts de 3, 4, 5 mm maximum, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer sur des tels volumes. Oui, c'est ultra précis. Quel niveau de contrainte représente un tel travail d'excavation? Il y a l'obscurité, il y a le côté poussière. S'il y a 20 artisans qui travaillent dans la même grotte, au bout de 2 heures, tout le monde crève de chaud là-dedans. Donc il va falloir aussi à un moment sortir, il va falloir rafraîchir, il y aura le problème de la lumière. Travailler 10 ou 12 heures par jour dans ces volumes aussi restreints, honnêtement, je vois pas comment on pouvait faire ça. Le souci, c'est que quelqu'un qui a suivi 10 ans de formation pour arriver au top de son métier, ce serait quand même dommage de le gâcher au bout de 5 ans avec la silicose parce qu'il travaille dans une grotte. On n'a pas changé en 3000 ans ou en 4000 ans, on est les mêmes, hein. Il y a un cahier des charges, des délais, et c'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, on a une réalisation à faire, un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, et puis il faut y aller. La question qui nous brûle les lèvres, combien de temps pour en faire une? On peut tout imaginer en fait, mais ça serait que de la pure spéculation. Maintenant, si on imagine un travail manuel, je l'imagine juste moi en travail sur des temps très longs et avec une patience infinie, quoi, pour arriver à ce résultat, à ce miroir, quoi. Celles qui sont complexes, 10 ans c'est un minimum, hein. Après ça va dépendre aussi de l'outillage dont ils disposent, de leurs compétences. Plus ils vont être compétents, plus ils vont pouvoir gagner peut-être en vitesse. De toute façon, dans des exercices comme ça, c'est pas le temps qui compte. Eh bien si, justement. La chronologie déduite des inscriptions laisse peu de temps de réalisation pour ces 7 chambres, 28 ans. Pour Soudama, la plus complexe de toutes, il serait même question de 12 ans. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas faisable. 12 ans? Mais ces durées de réalisation sont issues des dates de donation, livrées par les inscriptions gravées.
Il y a un décrochage entre les inscriptions et les chambres. Elles ne sont pas été faites à la même époque, c'est une évidence. Il y a un écart qui me donne l'évidence que ça a été fait bien après. Enfin, en tout cas, c'est pas la même époque. En comparant la grotte et puis l'inscription, il y a quand même un petit décalage entre les deux. Hein. Bon, elle est lisible, hein, mais c'est pas du même niveau, quoi. La gravure a été exécutée d'une manière très sommaire, qui n'a aucun rapport avec la qualité de l'ouvrage. C'est poinçonné, quoi. On pourrait dire que voilà, ils avaient besoin de mettre un message, la personne ne maîtrisait pas la gravure et il est venu faire un acte de propriété. C'est pas parce que c'est inscrit que c'est forcément de cette époque-là. Le roi, il a pu tout à fait dire, bah tiens, j'aimerais bien avoir mon nom là sur ce truc qui est déjà existant. La liaison, elle n'est pas forcément des plus évidentes. Hein. Il est au pouvoir à une telle date, et après il donne la grotte 12 ans après. Mais on ne dit pas qu'il l'a fait faire ces grottes et qu'il les a fait construire. On peut très bien imaginer ce fameux roi là qui a mis la main sur les grottes et puis qui a fait graver dessus bah, je les offre. Voilà, c'est tout, mais c'est pas forcément lui qui les a fait faire, quoi. Rien n'atteste que c'est lui qui les a fait faire. On peut en effet se demander si ceux qui ont fait graver qu'elles étaient des abris contre la pluie avaient réellement conscience du travail colossal que leur réalisation a demandé, ainsi que toutes leurs contraintes techniques majeures, inutiles pour de simples abris. Et donc qu'à cette époque-là, on ait pu déjà avoir oublié leur fonction. Pourquoi ces formes? Pourquoi ces symétries parfaites? Pourquoi aller sur un polymiroir? Si c'est juste un abri contre la mousson, j'ai besoin d'une grotte. Ça fait mal au cœur. On a l'impression que l'édifice a perdu sa dimension sacrée. Si elle est dédicacée et cédée après pour servir d'abri contre la mousson, j'ai du mal à croire que c'était sa vocation première. Visiblement, quand le roi la donne, c'est qu'il n'y en a plus d'utilité. C'est pour ça qu'il la donne. Donc en fait, là, on risque d'être sur des choses antérieures. Hein, antérieures de combien? Après, bah là, il n'y a que des fouilles archéologiques à proximité qui permettraient d'arriver à mettre un peu des choses en place. C'est le problème avec l'écrit, hein, c'est que l'écrit, c'est de la propagande. Hein, donc pour se faire mousser, on va se mettre des textes partout. Hein, on va parler dans ce cas-là de Ramsès II, hein, qui a mis son nom partout, même quand c'est pas lui qui l'a fait. Quand je vois le travail de ces chambres, je suis ébahi, stupéfait, admiratif, sans voix, déconcerté. Je suis perdu. Je me dis comment ça a pu être fait. Juste cet ensemble de chambres, c'est quelque chose de fantastique. Ouais. C'est de l'ordre du fantastique. Autant au niveau de la géométrie que de la finition et du travail accompli. J'ai beau retourner la chose dans tous les sens, je suis désarmé et c'est la première fois que, à titre professionnel, je suis déstabilisé à ce point-là. Voilà. Par peur de voir bousculer leur conception du passé, certains diront probablement que nos anciens étaient capables de grandes choses que nous, les modernes, avons perdues. Mais si c'était si simple, ces chambres ne seraient pas les seules, car les chantiers qui ont suivi en Inde, bien que grandioses, n'ont pas grand-chose à voir. Le site d'Ajanta est un ensemble de grottes bouddhistes creusées dans une longue falaise de basalte en forme de fer à cheval, dont le début de la construction date des environs du IIe siècle avant notre ère, soit un siècle environ après Barabar. Abandonné et oublié durant des siècles, redécouvert en 1819 par des soldats britanniques, ce site, aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est considéré comme l'un des plus grands trésors architecturaux de l'Inde. Le terme grotte est assez réducteur. Ce sont en réalité des temples et des salles de prière, célèbres pour leurs magnifiques sculptures et leurs peintures murales, qui reflètent les enseignements de Bouddha. Leur réalisation a nécessité des moyens considérables. Une partie d'entre elles aurait été employée comme refuge durant la saison des pluies, d'où vient peut-être l'inspiration des inscriptions des chambres de Nagarjuni. On reste très impressionné face à l'immense quantité de travail qu'a dû demander la réalisation de ce site, étalé sur plus de 6 siècles. Ce que vous voyez a été taillé et non assemblé, et le tout a été minutieusement pensé et organisé.
Mais bien que ce site soit proprement spectaculaire, le travail ne s'apparente pas à celui de Barabar et Nagarjuni. Quand les parois ne sont pas laissées brutes, elles sont couvertes de statues et de bas-reliefs sculptés. Les angles sont mal définis et les sols pas vraiment plans. Mais il y a peut-être encore plus spectaculaire que ce site, le complexe d'Ellora. Également situé dans l'état du Maharashtra, Ellora est un ensemble de 34 salles taillées dans la roche entre les 6e et 10e siècles ou 12e selon les sources, sur une distance totale de près de 2 km. Ici encore, le terme grotte n'est ni très représentatif ni très valorisant, car les salles sont parfois immenses et sur plusieurs niveaux. « 12 d'entre elles sont bouddhistes, 17 hindous et 5 jaïnes. Comme à Ajanta, chacune est un chef-d'œuvre architectural avec de multiples sculptures et bas-reliefs recouvrant les parois. La plus célèbre construction de cet ensemble est appelée grotte numéro 16, bien qu'il s'agisse d'un temple et pas n'importe lequel. Toute la roche a été sculptée pour ressembler au mont Kailash, la résidence légendaire de Shiva. Ce temple comporte galeries, colonnes, sanctuaires et sculptures complexes sur plusieurs niveaux. Gardez à l'esprit qu'il a été entièrement sculpté dans un seul bloc. Aucune statue ni aucun élément n'ont été rajoutés. Tout a été pensé couche par couche, escaliers, niveaux, colonnes et statues. Considérée comme la plus grande structure monolithique au monde, son volume est estimé à 2 fois celui du Parthénon en Grèce. Mais aussi remarquable et gigantesque soit-il, le travail accompli ne fait que contenter l'œil, comme disent les compagnons, et la précision ne va pas au-delà. Car lorsque l'on sort un simple télémètre, on s'aperçoit vite qu'aucun pied de colonne n'est précisément aligné avec son voisin. Mais pourquoi le devrait-il? C'est justement la question. Avec Barabar et Nagarjuni, nous sommes confrontés à 2 questions majeures. Comment ont-elles été réalisées à ce niveau de précision et pourquoi? Il existe une grande dissonance entre le discours des tailleurs de pierre et ce qui a pu être dit sur la manière dont ces chambres ont été réalisées. Notamment par l'indologue Huntington, suite à son rigoureux travail d'observation dans Lomas Rishi. Cette chambre est cruciale dans la compréhension de cette affaire, et nous allons la considérer depuis le point de vue de l'enquêteur. Voyons tout d'abord les opinions des uns et des autres à travers le temps. Pour Cunningham et Fleet, le porche serait un ajout tardif qui viendrait après la dynastie Maurya. Une inscription d'Ashoka aurait pu exister et avoir été effacée au moment de la réalisation du porche. Pour Ferguson, le porche et la chambre auraient été réalisés en même temps. Pour Stern et Auboyer, le porche serait un ajout tardif, environ 200 ans après la réalisation des chambres. Pour Huntington, Lomas Rishi serait la dernière de Barabar, après Sudama, Karan Chopar et Visvasopri, et les travaux auraient été stoppés à la mort d'Ashoka, faute de financement. Pour lui, le porche et la chambre auraient été réalisés en même temps. Pour Gupta, elle n'aurait rien à voir avec Ashoka et Dasarata parce qu'elle n'a pas d'inscription d'eux, parce qu'elle serait la seule de toutes les chambres Maurya à ne pas avoir de forme originale, parce qu'elle est inachevée et parce que son porche serait de style bouddhique. Il pense qu'elle aurait été taillée bien après Barabar et Nagarjuni. Et enfin, Harry Falk se rallie à l'avis d'Huntington et de Ferguson. Pour lui, le porche et la chambre auraient été réalisés en même temps, et le porche ne serait pas bouddhique. Face à ces opinions divergentes, nous ne sommes pas plus avancés. Il s'agit pourtant d'un point important, car c'est à partir de cette chambre qu'ont été déduits les outils et les méthodes pour la réalisation de toutes les chambres.
Tournons-nous vers le terrain. Lomas Rishi est la seule à posséder un porche et un encadrement extérieur courbe. Elle est la seule à ne pas avoir de forme originale. Soit elle est la première de toutes et Soudama une copie, soit c'est l'inverse. La différence majeure entre les deux géométries étant la position du passage d'entrée. Elle surprend par ses murs polis alors que le reste en est encore aux gros œuvres. L'état d'avancement des travaux dans cette grotte est surprenant. Il faut conduire tout le travail de dégrossissage avant d'entamer le polissage. Ce polissage des murs est une aberration. Là, on voit bien, mais le mode opératoire est pas cohérent, quoi. C'est commencé de partout et c'est fini nulle part. Ça, c'est pareil, j'ai du mal à comprendre. Ça rend pas la chose impossible, ça rend la chose plus compliquée. On finit tout de la forme et après on va polybriant tout d'un coup. C'est des étapes clés de chaîne de fabrication. On ne peut pas finir une et puis commencer une autre. Non, non, c'est tout en même temps qui doit se faire. Là, c'est incompréhensible, c'est pas logique. On ne fait pas des finitions tant qu'on n'a pas maîtrisé le reste. On a l'impression qu'ils ont dû exploiter une chambre qui avait été faite et puis qui n'avait pas été terminée, mais ceux qui ont voulu terminer, ils ont pas compris, ou je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas la logique du reste des chambres. Les tailleurs de pierre indiens commencent traditionnellement par le plafond. Or là, c'est l'inverse. Dans le dôme de Soudama, en faisant jouer la lumière, on observe les spectres de 2 cercles mieux visibles sur les scans. On va essayer un premier cercle et puis on en voit un deuxième à l'intérieur. Voilà, et quand on regarde les centres de chacun de ces cercles, ils sont exactement tous alignés. Ce qui suggère l'emploi d'un dispositif mécanique permettant de tailler la coupole. Technique qu'on n'aperçoit pas du tout dans le dôme de Lomas Rishi. Les coups de pic vont également trop près de la forme finale de la voûte, ce qui risque de générer, si on creuse trop, des négatifs d'enlèvement, des trous, qu'on observe sur place. Et enfin, sur la paroi extérieure de cette chambre, des indices renforcent l'impression de se trouver face à 2 périodes de taille et de techniques différentes. Ces rainures, cerclées de rouge sur cette image. Bien connus des tailleurs de pierre, ces rainures sont les marques de l'aiguisage des lames de ciseaux qu'on frotte contre le granit. On en observe un peu à l'extérieur de Soudama. Mais curieusement, ni sur la paroi externe de Karan Chopar, ni sur Visvasopri, et pas davantage à l'extérieur de Gopika, de Vadatika et de Vapiyaka, montrant que les tailleurs de pierre n'ont pas procédé ainsi. Pourquoi alors sur la façade de Soudama? Très probablement à cause de cette niche, rajoutée et non terminée. La difficulté, c'est le manque de documentation archéologique par rapport à tout ça. Parce que là, on sent bien qu'il y a des lacunes, on sent bien que les inscriptions, un peu comme le porche d'entrée, j'ai des doutes sur que ce soit contemporain vraiment du creusement des grottes. Du coup, l'inscription du roi, en fait, est-ce que ça correspond à la même date que la réalisation de ça? Il n'y a rien qui le prouve, quoi. Mais il y a des fois, il faut savoir dire qu'on ne sait pas. Pour confronter ces observations, nous avons proposé à Éric Bernard de la visiter. Comme le géologue Éric Gontier avant lui, il a d'abord constaté la différence de qualité d'exécution entre le porche et l'intérieur des chambres terminées. Il n'y a rien de dressé, c'est vraiment pour donner la forme. Là, la forme était demandée, le gars a exécuté dans l'urgence. Les arêtes, ici, vous avez en plus une courbe relativement bien réglée, qui est un genre d'ogive. Et vous avez aucune arête de fond taillée correctement. Alors par contre, c'est poli. Et il est hors de question d'imaginer que l'équipe qui a même démarré l'ouvrage à l'intérieur de celui-ci puisse être en rapport avec cette exécution. C'est tout à fait anachronique. On voit bien que l'équipe a perdu la géométrie. C'est-à-dire que ça a été attaqué partout. Voilà, on a cherché des points, plus ou moins, et en fin de compte, ça a été abandonné parce que l'équipe ne pouvait pas mener à bout le travail qui avait été fait ailleurs, quoi. C'est de toute évidence. Un détail auquel nous n'avions pas fait attention l'a interpellé. La petite paroi au fond est partiellement polie,
tandis que la partie supérieure n'est pas encore dressée. La reprise du travail va générer ce que les tailleurs appellent un spectre, c'est-à-dire une empreinte qui va ensuite se voir avec la lumière. C'est physique dans la pierre, on le perçoit, parce qu'en fin de compte, reprendre une surface, ça laisse toujours des traces. Or, on n'en observe pas sur les petites parois des autres chambres, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas été réalisées de cette manière. Même chose avec le sol inachevé qui aurait contraint à reprendre tout le bas des parois polies. Récapitulons. Dans cette chambre, les opérations de taille et de polissage se déroulent de manière illogique et les coups d'outils démontrent une absence de méthode et de rigueur. La qualité du travail du porche n'est pas la même que celui de l'intérieur des chambres. On n'observe pas de rainures d'aiguisage sur les façades des chambres, à l'exception des sols qui présentent des éléments inachevés, Sudama et Lomas Rishi. Si Lomas Rishi est la première des chambres et si le porche a été réalisé en même temps que l'intérieur, cela veut donc dire qu'il fait partie du principe architectural de construction. Dans ce cas, pourquoi Sudama et Karan Chopar, juste à côté et terminés, n'ont-elles pas de porche? Mais si, comme le pensent certains indologues, le porche a été ajouté après, cela devrait alors se voir sur place. Il s'avère que c'est le cas. Il est très facile pour n'importe quel homme de métier de venir poser la main ici. On voit bien que la surface que vous avez ici là, est pratiquement, disons au toucher, elle est identique aux autres salles, c'est-à-dire avec la précision. Et quand vous glissez sur une forme d'arête qui est par là, le tailleur de pierre qui a repris dans cette surface et qui a exécuté le porche s'est retrouvé lui à tailler avec certaines maladresses. On voit bien qu'il y a une incohérence de maîtrise. Et là, donc, on le retrouve ici. Et tout ça, donc vous voyez cette partie-là est en creux, ou mal poli, ou mal taillé. Et puis quand on reprend le porche ici, pareil, il y a des creux, mais énormes, sur une surface de 40 cm. Et là, il y a un creux pratiquement 1 cm. Vous prenez n'importe quel pierreux qui vient ici regarder la surface, etc., sans avoir la connaissance géométrique, et il vous dit, là, il y a un souci de facture entre cette partie-là, voilà, et le reste. C'est tout à fait évident. Voilà. Ceux qui ont taillé ce porche avaient évidemment dans l'idée de réaliser ou de terminer l'intérieur. Les coups d'outils qu'on observe aujourd'hui viennent donc de cette même équipe et ne peuvent pas nous éclairer sur la manière dont ont été réalisées les autres chambres. Soit ce porche date d'Ashoka, soit il a été ajouté bien après. Mais s'il date de la période Ashoka, alors les autres chambres sont plus anciennes et étaient déjà terminées depuis longtemps au moment de leur donation aux Ajivika, ce qui expliquerait qu'on avait déjà à cette époque oublié leur véritable fonction. I agree with you that the original idea has disappeared. Car compte tenu de la complexité du travail que représentent ces chambres, comment décemment les réduire à de simples abris, à moins justement d'en avoir hérité et d'ignorer le travail qu'elles ont réellement représenté? Un mois après notre visite à Barabar, nous sommes retournés voir Éric Bernard. Ce qui pose surtout problème dans ce cas de figure, c'est surtout le donneur d'ordre, celui qui a imaginé le volume et puis qui se dit, ben voilà, j'exige ça et je vais trouver l'équipe qui va me le produire. Là, même maintenant, dans les labos de recherche et les labos d'exécution, ça demande un travail colossal, quoi, de mettre en phase ces deux mondes. Là, ça a été fait. Ça a été fait sans aucune antériorité. L'exigence de géométrie a une raison. Une raison parce que vraiment, on n'a pas de référence, nous, occidentaux, d'un exemple de ce type-là. Monolithique et taillé comme ça d'un seul jet, quoi. Vraiment, en plus, en cavité. Où en était sa réflexion sur les outils et méthodes? Disons, le dégrossi, ça se fait très vite, hein, je veux dire, quelqu'un de vigoureux, voilà, enfin, en forme et puis avec une technique, on peut abattre du gros boulot. Après, c'est cette approche de finition, parce qu'en plus on est dans l'obscurité, avec des bougies, avec des systèmes d'éclairage complètement... Donc là, après, il y a un timing qu'on ne maîtrise pas du tout.
Alors j'ai cherché les erreurs, évidemment. Sur place, j'ai vu les flashs, j'ai vu les spectres de taille qui ressortent. Donc là, ça m'a un peu rassuré, enfin, d'une certaine manière, me dire, bon, voilà, ça c'est des confrères à moi qui ont fait ça, il y a... Voilà. Mais tout de même. Avec quoi pourrait-on comparer le travail de ces chambres ? Le seul élément de référence avec des archives, c'est ce socle, c'est en fait ce piédestal qui a été taillé pour recevoir l'obélisque de Luxor, donc à la Concorde. Et cet élément est la seule référence qu'on nous en a quoi, sur le volume, c'est-à-dire disons 16 mètres cubes, donc 40 tonnes de roches granitiques, du granit assez proche de Barabar en plus, mais évidemment taillé en carrière, quoi, sortie de carrière, etc. On sait très bien qu'à cette époque-là, en 1836, ils étaient encore sur des formes d'outils, des formes de techniques qui venaient de la nuit des temps. Puisque nous étions sur place, nous avons décidé de passer le rugosimètre sur ce socle, parfaitement documenté. Première Z de 60 microns, deuxième 47 et troisième 25, bien loin des valeurs relevées à Barabar et Nagarjuni, sachant que cet objet n'a pas été poli verticalement mais horizontalement, dans le sens de la gravité, ce qui n'est absolument pas le même travail. Un détail qui parlera probablement aux ingénieurs, la différence de l'angle d'inclinaison entre les grandes et les petites parois. Pourquoi ce changement d'angle ? Et pourquoi 88,5 degrés, 1,5 degré de la verticale, ce qui ne se voit quasiment pas à l'œil nu ? C'est 10 fois plus difficile de respecter cet angle-là que de rester sur une paroi verticale, bien maîtrisée, etc. Un détail qui n'a l'air de rien, mais qui devait avoir son importance puisque c'est une contrainte de plus qui se répète d'une chambre à l'autre, et en plus en symétrie. Cela fait penser à une amélioration des formes suite à un processus d'expérimentation. Des angles différents pour un but spécifique. Mais lequel ? Parlant du poli, on remarque quelques éclats dans celui des chambres terminées comme ici, dans le bas de la paroi de Karan Chopard. Nous pensions qu'il s'agissait de dégradations ultérieures, mais pour lui, ce sont des faiblesses du granit au moment de la taille. Le fait de passer au poli sans avoir à essayer de cacher, c'est-à-dire de cacher les erreurs de la nature, disons. Et on voit bien que le poli est venu sur une forme extrêmement rigoureuse et définie au niveau des côtes. Et après, voilà, qu'il y ait des trous et des choses comme ça. Donc on voit bien que ce poli n'est pas du tout esthétique, n'est pas du tout en rapport avec un besoin de confort visuel ou quoi que ce soit. C'est tout à fait, à mon avis, à oublier. Un poli davantage technique qu'esthétique. Un autre tailleur de pierre nous avait confié que si ces chambres réalisées avec autant de précision et de sobriété étaient dépourvues d'images religieuses ou de motifs divers, cela plaidait pour des objets ayant une fonction bien précise. À ce sujet, les scans ont révélé une autre curiosité, découverte par le chercheur Quentin Leplat. Alors que tous les passages d'entrée sont à 90 degrés ou presque, la chambre de Vadatika, elle a un couloir qui est légèrement désaxé, enfin qui n'est pas dans le même axe que la chambre. C'est le couloir d'entrée ici, là, voilà, qui, lorsqu'il est prolongé, vient, entre guillemets, taper sur Vapillaka à 90 degrés. Et en plus de ça, l'axe de ces deux couloirs, eh bien, il indique les axes nord-sud, est-ouest. Ces deux grottes, pour moi, elles ont été pensées ensemble. C'est pas deux trucs indépendants qu'on a fait, il y a une pensée globale pour les concevoir. Ça veut dire qu'ils ont, eux, des méthodes de tracé, des méthodes de report de tracé intérieur vers l'extérieur qui leur permet, avec des scènes d'arpentage que je ne connais pas, de pouvoir reporter ce qu'il y a à l'intérieur parfaitement à l'extérieur sans aucune perte de géométrie. La géométrie est une contrainte telle qu'on ne peut pas y intégrer le hasard. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire que quand on est face à un volume géométrique extrêmement maîtrisé, c'est que derrière, il y a une pensée extrêmement complexe ou maîtrisée. On n'est pas dans l'à peu près. C'est assez, ça aussi, c'est assez troublant qu'ils sont arrivés à faire un lien entre deux cavités. On est petit, quoi. On est là, je veux dire, humainement, on est face à un élément géologique majeur, quoi.
À quoi peut bien servir une telle particularité qui ne se découvre qu'à l'aide d'un scan 3D? Pourquoi positionner le couloir perpendiculairement au grand côté de l'autre chambre? Pourquoi cette contrainte supplémentaire? Considérons maintenant la géométrie de ces chambres. Grâce à des mesures effectuées sur place, Harry Falk a déterminé la valeur de l'étalon de mesure employé, qu'il a appelé yard Moria, ou yard de Barabar, d'environ 85,5 cm. Grâce au scan, Quentin Leplat a fait le même travail de son côté et a pu affiner cette valeur. On observe qu'il y a par exemple une géométrie particulière qui en émerge, des proportions. Donc si j'ai des proportions de 2 unités sur la largeur, 3 sur la longueur, je vais pouvoir assez facilement trouver un dénominateur commun. Et il se trouve que ce dénominateur commun, il revient sur les 5 scans que j'ai étudiés. Pour une raison inconnue, cet étalon varie très précisément d'une chambre à l'autre. À quelques millimètres près, mais en moyenne, ce que je retrouve, c'est 85,4, c'est la valeur moyenne d'un yard de Barabar, par exemple, théorique, qui a servi à dimensionner ces chambres-là. Parce qu'il est évident qu'on a utilisé une unité de mesure. On a vu à quel point on a positionné l'entrée des couloirs, on a vu le côté modulaire, donc on a forcément une unité de mesure. Cet étalon a en effet permis de comprendre la géométrie au sol de ces chambres. Ici, on a un rapport proportion qui est très simple, c'est 2 tiers. 2 pour la largeur, 3 pour la longueur, et on a les proportions des chambres. Et celle d'à côté, eh bien, c'est exactement pareil, c'est des proportions 2 par 3. La mesure qui en ressort est la même. On est dans quelque chose qui est clairement calibré suivant des critères géométriques et métrologiques. C'est pas quelque chose qui est fait, évidemment, pour aller stocker de la farine ou s'abriter quand il pleut, quoi. On sent que c'est quelque chose de bien plus réfléchi. On a un rapport de 5 par 12 avec Karan Chopar et de 3 par 7 avec Gopika. Mais passons maintenant au volume, car les scans nous les ont donnés très précisément, ce qui lui a permis de remarquer un extraordinaire rapport entre Vadatika et Vapiyaka. Elles ont des volumes qui ont des rapports en nombre entier 7 par 8, avec une précision qui est vraiment remarquable. C'est en proportion. Rappelez-vous les produits en croix de votre enfance. Si le volume de Vadatika vaut 7, alors celui de Vapiyaka vaut 8. Même chose avec Sudama. Si le volume de la grande salle vaut 12, alors le volume du dôme vaut 5. Un rapport de 12 sur 5 déjà présent dans la géométrie au sol de Karan Chopar, dont le volume est lié avec celui de Gopika. Et bien là, on a un rapport encore plus simple de 2 tiers. Si le volume de Karan Chopar vaut 2, alors celui de Gopika vaut 3. Et en plus de ça, si je les convertis, ces 2 grottes, en yard de Barabar, ou de Moria, comme on veut, hein, l'unité de mesure que j'ai déduit avant, eh bien je tombe sur 200 et 300 yards cubes de Barabar. 200 yards cubes et 300 yards cubes. 200 et 300 piles, pour des volumes en rapport de 2 par 3, ce qui permet également de déduire la valeur du yard de Barabar à partir des volumes. Les plus sceptiques argueront peut-être le hasard en disant qu'il ne s'agit que de 2 chambres sur 5. Mais les rapports de volume de 7 sur 8 entre Vadatika et Vapiyaka et 5 sur 12 entre le dôme de Sudama et sa grande salle montrent que les concepteurs savaient calculer les dimensions de toutes ces chambres pour que leur volume soit en rapport. This is certainly not by chance. This is impossible. But if someone is capable of planning something, and you cannot achieve 200 or 300 while you are cutting out a cave. You have to plan it beforehand. That means you can plan and think in cubical whole numbers. And this is something unthought of. Nobody ever thought of something that you could prove, and everybody could go there nowadays with our modern machines and have the machine find out the cubical content of Gopika, and then it comes out it's 300 times a cube of Mauryan yards. Vous vous souvenez à quel point les formes des chambres sont complexes? Pour connaître les volumes sans passer par les scans, il faut décomposer chacun en assemblages de volumes simples, calculer chaque portion de volume, puis les additionner. Mais le problème posé au concepteur de Barabar est inverse et beaucoup plus complexe.
Il consiste à déterminer chacune des dimensions des chambres, longueur, largeur, hauteur, rayon des courbes, etc., pour que les volumes terminés fassent les nombres attendus. Ce qui, face à la complexité des géométries de chacune d'elles, va bien au-delà du triangle de Pythagore. Ça vient non seulement confirmer l'usage du yard de Barabar, ça confirme le fait qu'on a dimensionné ces deux chambres-là avec des rapports de volume en nombre entier. Et la précision, elle est de, enfin, d'après les données qu'on a, c'est de 1/1500e. Donc c'est ultra précis. Je veux dire, on aurait du mal à faire mieux. Je ne vois pas comment on pourrait faire mieux. Et forcément, il faut maîtriser le nombre pi avec beaucoup de décimales après la virgule, parce que si on veut faire des calculs avec toutes les portions de cônes, de cylindres, de sphères qu'il y a, ben, le nombre pi, il ne faut pas qu'on joue avec des fractions approximatives, quoi. Il faut qu'on en ait une très très bonne connaissance, quoi. La conception et le dimensionnement de ces géométries font intervenir des équations complexes qui témoignent d'un niveau mathématique totalement hors de portée des capacités supposées de l'époque. So I think what you have found out here is breathtaking and it's unique, unbelievable. It shows that the geometrists working maybe hand in glove with the Iranian stonecutters, that they could introduce their knowledge, and they did so. And at the same time, they knew that nobody entering these caves will see these whole numbers. They are inside a construction produced from whole numbers, but you don't see that you're inside of it. Ces chambres ont ensuite été réalisées sans aucune latitude possible, anticipant ce que chaque étape de taille enlève de matière jusqu'au poli final. Comme les tailleurs de pierre nous l'ont dit haut et fort, nous devons donc ajouter à ce niveau de connaissances mathématiques une exceptionnelle maîtrise de réalisation qui ne peut s'acquérir qu'à la suite d'une longue période d'apprentissage. Le problème étant qu'on ne la voit nulle part. Voilà pourquoi les scans changent tout et pourquoi nous devons nous sortir des a priori de l'histoire pour comprendre ces chambres. La forme des entrées des chambres a également posé question. À Ellora et Ajanta, nous n'avons pas vu de porte trapézoïdale, car ce n'est pas une forme typique indienne. Dans son ouvrage dédié à Barabar, reprenant Huntington, l'indologue Gupta évoque une similarité avec les encadrements de portes égyptiennes, également trapézoïdales, qu'il balaye aussitôt au motif que les datations ne correspondraient pas. Mais la datation des chambres n'a absolument rien de certain. Lors du tournage de notre précédent film, nous avions également vu ce type d'entrée trapézoïdale au Pérou, sur des constructions très précisément réalisées, comme ici au Coricancha de Cusco. Ironie du sort, on trouve en Égypte des surfaces de granit poli presque aussi précisément qu'à Barabar. Dans les énigmatiques cuves du Sérapéum de Saqqara, elles aussi datées à partir d'inscriptions plus que douteuses. Et si nous nous trouvions face aux traces des mêmes bâtisseurs ? Car nous avons fait un autre constat, cette fois avec la chambre Sudama, la plus complexe de toutes. On analyse, le géomètre fait des mesures. Il fait des mesures de manière la plus objective possible, avec un appareil dont il connaît les caractéristiques techniques, donc notamment ces fameuses incertitudes. Et après, à la fin, on va venir constater ce que l'on a mesuré. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate quand on mesure l'objet tel qu'on l'a assemblé? C'est effectivement 11 mètres de longueur pour la salle. Bon, après, c'est 11 mètres 008. On peut tomber à 11 mètres 004 ou à tomber à 11 mètres 11. Pour moi, ça sera pareil. 5 mètres 96 pour la largeur. On a une sphère ici, voilà, qui a un rayon de 3 mètres, un centre 1 mètre au-dessus du sol. On a un cône ici, là. Un cône, et puis les murs ici de voûte qui sont à 2 mètres pile. La voûte ici, là, on arrive aussi à un rayon de 3 mètres 03 et un centre du cylindre principal à 1 mètre 02 au-dessus du sol. Voilà, donc 11 mètres, 6 mètres, 2 mètres, 1 mètre, on ne fait que constater. C'est du constat le plus factuel possible. Je prends un point, je prends plusieurs de ces points et voilà ce que l'on obtient. Donc le constat, effectivement, c'est qu'ici, on retrouve des valeurs métriques à 1, 2, 3, 4 fois 4 reprises. Mais sur des volumes en 3D, sur une régularité, sur une longueur totale, sur un point ponctuel,
Voilà, c'est des choses assez remarquables, assez intéressantes à noter. Un simple constat, mais qui dérange. Car le mètre ayant été déterminé en France en 1795, il apparaît impossible que ces dimensions puissent avoir été pensées et mesurées en mètres. Pourtant, avec Sudama, on tombe sur des nombres entiers seulement en mètres, alors qu'en yards de bar à bar, ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'on tombe assez souvent sur le mètre quand on mesure. Il est fort probable que le concepteur a pensé les choses avec le mètre et le yard de bar à bar. Dans le film précédent, nous avons constaté le mètre sur divers sites anciens majeurs de la planète, en Bolivie, en Égypte, en France et maintenant à bar à bar. Ce qui pose un évident problème historique, car cette connaissance du mètre implique d'une part avoir mesuré la circonférence de la Terre et d'autre part de l'avoir divisée en 40 millions, comme nous l'avons fait. À moins que ce ne soit l'inverse, c'est plutôt nous qui ayons fait comme eux. En Égypte, la valeur de la coudée royale, employée dans la Grande Pyramide, est liée au mètre par l'intermédiaire d'un cercle de 1 mètre de diamètre, dont la circonférence vaut 6 fois la coudée, ce que certains ont mis sur le compte du hasard du choix du mètre en 1795. Mais à bar à bar, il semble qu'il existe aussi un lien géométrique entre mètre et yard. Si je dis que le yard de bar à bar, c'est un cercle de 1 yard pour le diamètre, et si je divise en 6 comme j'ai fait pour la coudée royale, ce qu'il en ressort, c'est une coudée de 44,72 cm. Et cette coudée de 44,72, si j'en fais un double carré, la diagonale, elle fait 1 mètre. La conception des chambres de bar à bar, c'est des cercles et des angles droits et des figures carrées, quoi. Globalement, quand on conçoit les choses, on utilise des compas, des équerres, enfin, on est dans un travail qui utilise ce genre de géométrie. Donc, il est possible qu'effectivement, on ait déployé du coup les deux mesures dans une seule pièce. Non seulement les compétences viennent bien de quelque part, mais les cahiers des charges des chambres dignes du monde industriel moderne ont bien une raison objective, et ces chambres une utilisation spécifique. Mais alors laquelle? Tout dépend de la manière dont nous les regardons. Si elles avaient été réalisées par des ingénieurs du futur, on se dirait qu'il y a forcément quelque chose d'important à découvrir dans leur fonctionnement, quelque chose qu'on ne connaît pas encore, mais nécessairement important, car futur égale progrès. Mais elles viennent du passé, et l'histoire nous disant que nos ancêtres étaient forcément moins évolués technologiquement, que pourrait-elle être d'autre que de curieux objets à destination de lointains ancêtres aux curieuses croyances? Forcément moins évolués? Prenons un peu de recul. Selon nos connaissances actuelles, l'être humain tel que vous et moi existe depuis au moins 230 000 ans. 230 000 ans est une période incroyablement longue. Nous serions restés chasseurs-cueilleurs pendant environ 220 000 ans, durant lesquels nous aurions parcouru la planète à pied pour nous établir presque partout. Et la civilisation humaine aurait démarré il y a seulement quelques milliers d'années. Nous avons longtemps pensé que c'était à Sumer, il y a environ 6 000 ans. Puis nous avons découvert Göbekli Tepe, en Turquie, qui fait reculer cette date 7 000 ans plus tôt. Mais il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur notre passé. Comme en Égypte, où l'histoire ne se souvient même plus comment les pyramides de Gizeh ont été bâties il y aurait à peine quelques millénaires. Pas grand-chose face aux 230 000 ans d'histoire de notre humanité. Les Égyptiens ont pourtant énormément écrit dans toutes sortes de domaines, mais apparemment rien sur la réalisation de ces chantiers pharaoniques, ni sur la fonction de ces édifices, considérés aujourd'hui seulement comme des monuments funéraires. Soit rien n'a été écrit, soit cela a été effacé par leurs successeurs. Car notre histoire a toujours été remaniée en faveur des rois, des empereurs et des dictateurs qui se sont succédés au cours des siècles et qui, traitant au passage leurs prédécesseurs de barbares, ont chaque fois réécrit le passé pour se donner le beau rôle au présent. Les exemples sont nombreux. L'homme de Néandertal, sorte d'homme singe réhabilité par les récentes découvertes, les Gaulois, peuple grossier et barbare selon la propagande romaine jusqu'à récemment, et enfin les Grecs et leurs prodigieux savoirs et techniques insoupçonnés qui ont permis de réaliser le mécanisme d'Anticythère. L'histoire n'est donc pas fausse, elle est juste partielle, et s'y fier aveuglément, dangereux. Concernant Bar à bar et Nagarjuni, elle n'a pas grand-chose à nous servir. Soit personne n'a jugé utile de rapporter à la postérité comment les chambres ont été réalisées, ni à quoi elles servaient véritablement, soit cela a été perdu ou détruit. Sur les inscriptions attribuées à Ashoka et Dasarata, le nom Ajivika a été gratté par leurs successeurs, mais par chance pas complètement. Pourquoi gratter ces inscriptions si ce n'est pour tenter de faire disparaître cette mention?
L'histoire ne se souvenait également plus d'Ashoka. Surnommé Ashoka le Grand, il fut pourtant un roi important, fondateur de l'histoire de l'Inde et sans lequel le bouddhisme aurait probablement disparu. Mais il a été oublié pendant près de 2000 ans, avant d'être redécouvert il y a à peine 2 siècles grâce à ses piliers. Tout ce qui ne repose pas sur une preuve, donc sur un fait incontestable, n'est qu'une croyance de plus. Poursuivant la réflexion, tout ce qui n'est pas ou n'a pas été démontré est donc toujours sujet à caution et peut potentiellement être remis en question. We have to consider everything because we don't know. The question is, will we ever come to a conclusion that holds water? Pratiquer l'art de la table rase de Descartes consiste à ne pas rejeter une hypothèse qu'on croit impossible. Difficile dans les faits car nous sommes tous, absolument tous, influencés par nos croyances, qui ne se limitent pas à la sphère religieuse. La croyance, par exemple, que bien que notre histoire humaine puisse comporter quelques lacunes ou zones d'ombre, rien ne pourrait fondamentalement la remettre en question. La croyance encore que le sens du progrès va crescendo de la roue au smartphone et qu'il n'a pu en être autrement. La croyance enfin que les chambres de Barabar et Nagarjuni n'ont rien à nous apprendre d'utile, à nous, les modernes inventeurs de satellites et d'intelligence artificielle. Ces chambres apparaissent pourtant totalement anachroniques et semblent avoir un but davantage technique qu'artistique ou religieux. Faire table rase, c'est accepter d'envisager que notre histoire puisse avoir oublié une partie de notre passé et tenter de considérer ces objets sans idée préconçue. Aujourd'hui comme hier, personne ne va se donner autant de mal pour aboutir à des réalisations aussi précises s'il n'y a pas un but à la hauteur des efforts déployés, qui dans ce cas sont colossaux. Quand on va venir vraiment pousser l'analyse plus finement, il y a quelque chose d'autre qui apparaît, une autre philosophie, donc une autre volonté. Pour moi, c'est tout évident, c'est un objet scientifique, un objet de mesure tellement exceptionnelle que la raison de ces objets doit avoir une utilité scientifique. Voilà, ça ne peut être que ça. Well, it has been observed by several scholars that the sound inside such a cave is increasing. If you say something, the sound accelerates, and it would be impossible, I think, that people meet inside these caves and talk to each other. Alors si en plus il y a une autre mesure qui est celle du son, parce que c'est peut-être ce qu'ils cherchaient, hein, somme toute, ça peut expliquer les parois inclinées, ça peut expliquer les voûtes sur 3 arcs, faites avec 3 rayons différents, le polymiroir qui justement favorisait la propagation et la réverbération, ça permettrait de justifier en fait la forme et pourquoi on est allé par exemple faire des polymiroirs dans ces grottes, parce qu'on aurait pu s'arrêter à l'étape avant. Hein, on avait déjà le maîtrise de la géométrie. Puisque les chambres sont taillées dans la masse, les voûtes n'ont en effet pas d'utilité structurelle et les plafonds auraient pu avoir n'importe quelle forme. Lorsqu'on entre dans ces chambres obscures, l'interaction du son avec leur géométrie saute aux oreilles et produit des effets impressionnants, difficiles à restituer avec des micros. Le plus remarquable avec ces chambres est la combinaison de la résonance et de la réverbération, comme on vient de l'entendre grâce à la voix de la chanteuse Trita Sinha. Le temps de réverbération correspond au temps que met le son à décroître après qu'on ait éteint la source.
tandis que les résonances acoustiques correspondent à des fréquences spécifiques pour lesquelles le son est amplifié. Le faible taux d'absorption du granit et la géométrie des parois produisent des effets différents entre les basses et les hautes fréquences. Mais ces effets dans les chambres sont-ils des conséquences involontaires dues à leur géométrie ou au contraire intentionnelles et maîtrisées dès la conception? Depuis que nous les avons découvertes, nous avons réalisé des expériences et des enregistrements. En mai 2017, en parallèle des scans, nous avons enregistré des explosions de ballons calibrés et des variations de fréquences sur tout le spectre audible par l'humain pour permettre aux acousticiens de comprendre l'acoustique des chambres. Nous avons ensuite fait analyser ces données, mais les instruments utilisés n'étaient pas assez précis. Nous sommes donc retournés sur place en mars 2020, avec un protocole de mesure très précis, 2 sonomètres, un enregistreur et des ballons. Nous avons enregistré une centaine d'explosions de ballons dans les chambres avec nos sonomètres. Nous avons ensuite fait analyser toutes ces données par plusieurs acousticiens. Pour l'anecdote, au travers d'une étude réalisée par un calcul numérique, un des rapports conclut qu'une source d'émission de 74,9 Hz placée au sol au centre du dôme de Sudama produirait un son qui serait très amplifié autour d'elle et des parois. Il se trouve que c'est ce que nous avions expérimenté par hasard en 2020 en diffusant une fréquence de 75 Hz avec notre enceinte placée au sol au centre du dôme. T'as rien changé? La fréquence est constante? C'est incroyable. Là, il n'y est plus, là. Je pense que j'ai tué l'enceinte. Ah bon? Très concrètement, notre enceinte a littéralement grillé. Ce qui s'est reproduit lorsque nous sommes retournés en mars 2023 vérifier certaines données et réaliser de nouveaux enregistrements. Et voici ce que nous avons constaté. Ces chambres sont une sorte de cas d'école, car elles cumulent différentes caractéristiques qui ne sont pas actuellement recherchées par les acousticiens modernes. Tout d'abord, elles génèrent une inintelligibilité de la parole et des chants rapides qui deviennent inaudibles lorsqu'on est à plus de 50 cm de la source. Autrement dit, elles ne sont pas faites pour écouter un prêche, ni pour parler. Le milieu est là-bas. Et en même temps qu'elle est très légèrement incurvée, elle est aussi très légèrement inclinée. Si tu arrives à ça, elle conjugue à la fois réverbération et résonance. Les temps de réverbération dans les basses fréquences sont très élevés. À titre de comparaison, pour Notre-Dame de Paris, la réverbération dans les basses fréquences dure de 10 à 12 secondes, quand dans le dôme de Sudama, elle atteint 62 secondes et dans Vadatika, 70 secondes. Depuis environ une centaine d'années, les acousticiens réalisent des salles réverbérantes pour mesurer l'absorption d'un objet, c'est-à-dire l'énergie acoustique qu'il va conserver. Si la réverbération y dure jusqu'à 15 secondes, il neutralise en général l'effet de résonance. Or, à Barabar et Nagarjuni, les résonances sont également très marquées, c'est-à-dire qu'on a une amplification très importante du son pour certaines fréquences, qu'on entend donc beaucoup plus fort. Ces temps de réverbération exceptionnels viennent confirmer le caractère intrigant de ces chambres. Selon les acousticiens qui ont confirmé notre intuition d'une utilisation des fréquences, ils sont dus au faible taux d'absorption du granit, mais également au poli, à l'inclinaison des parois et aux symétries des volumes.
car le poli des surfaces augmente la réverbération des très hautes fréquences. Les symétries des volumes augmentent celles des basses fréquences par la présence de fortes résonances. L'inclinaison des parois neutralise l'effet d'écho flottant et semble jouer avec la focalisation, c'est-à-dire la concentration des sons en des endroits particuliers. Ce qui est également le cas avec les voûtes, comme l'a remarqué Olivier Lavigne. Quelques explorations montrent un retour focal extrêmement intéressant entre 70 et 80 cm de hauteur dans Gopika, où des perceptions sensorielles pourraient être maximales dans une configuration d'émission en position basse, mais nos recherches sont toujours en cours. Bien que l'intentionnalité apparaisse de manière géométrique avec la coordination des volumes, nous n'avons pas encore pu déterminer d'intentionnalité acoustique dans la conception des chambres. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, car un détail a interpellé les acousticiens. Vapi-Akka, Gopika et Karan Chopar résonnent chacune sur la fréquence propre de 34,4 Hz, relevée précisément à partir des éclatements de ballons de 2020. Dans Sudama, on relève 34,5 Hz à seulement 0,1 Hz d'écart. La température influence les mesures et comme nous ne sommes pas certains de celle de Sudama au moment de nos enregistrements, nous n'allons donc retenir que les trois premières, Vapi-Akka, Gopika et Karan Chopar. Compte tenu de la rareté du nombre de fréquences de résonance en dessous de 50 Hz pour chacune des chambres et leur grande différence de taille et de forme, il est remarquable de retrouver cette même fréquence propre commune à 3 d'entre elles. Cela suggère très fortement une intentionnalité de la part des bâtisseurs. Si c'est le cas, cela vient rajouter encore un niveau de complexité à leur capacité à calculer des volumes, car cela voudrait dire qu'ils auraient donc été en mesure d'anticiper les fréquences produites par les géométries. Le son a toujours occupé une place centrale dans les mythes fondateurs et les récits sacrés des multiples traditions spirituelles du monde. L'un des acousticiens a fait remarquer que l'effet de l'utilisation de salles réverbérantes sur la méditation et les chants à caractère spirituel est bien connu. Mais si l'effet est connu, les chambres de Barabar et Nagarjuni paraissent bien seules. Des chantiers titanesques totalement incompris par les générations suivantes qui les ont relégués à de simples abris contre la pluie. Tout en elles témoigne pourtant d'un long processus de recherche. À moins de croire au miracle, ces chambres ne peuvent jaillir de nulle part et être uniques au monde. Il doit en exister d'autres ailleurs. Si les fréquences jouent bien un rôle dans ces chambres, serait-ce davantage pour être ressenties plutôt qu'entendues? Pourrait-il s'agir de la mise en œuvre d'effets naturels par la combinaison de géométrie et de fréquences en rapport avec l'organisme et peut-être la conscience? Une musique peut relaxer, mettre en joie, provoquer des émotions ou mettre au pas. Mais les ondes sonores peuvent également soigner, en impactant des endroits précis, comme la recherche médicale moderne l'explore par la destruction de tumeurs. Les chants peuvent également induire des états modifiés de conscience, c'est-à-dire une perception différente de la réalité que nos anciens partout sur la planète semblaient bien connaître. S'il est possible d'induire des états modifiés de conscience au son d'un tambour dans une forêt, quel pourrait être l'impact de ces géométries complexes sur ce phénomène? Pourquoi un jour nos lointains ancêtres ont-ils bâti ces chefs-d'œuvre inégalés? Pourquoi de telles formes géométriques, complexes et symétriques? Pourquoi ces cahiers des charges dignes de l'industrie actuelle? Pourquoi une telle précision, visible seulement par notre technologie moderne? Comment ont-ils pu réaliser ces chambres avec cette exceptionnelle maîtrise? D'où viennent-elles? À quoi servent-elles? Quelle était leur science? Après ces années d'exploration et de réflexion, il nous apparaît évident que ce travail colossal avait un but précis et important. Si important qu'il a poussé ses bâtisseurs à accomplir l'impossible, à braver le temps pour réaliser ces chambres aussi étrangères par leur conception que futuristes par leur aspect. Trop simples en apparence, trop complexes en réalité. Elles incarnent selon nous l'expression d'une pensée et d'une science différente de la nôtre par l'apparente simplicité de son génie.
Une pensée qui pourrait être celle de l'humanité de demain. Un univers entier pourrait s'ouvrir à l'exploration. Peut-être celle faite il y a des millénaires par les bâtisseurs de Barabar et Nagarjuni. Voilà peut-être en ces temps troubles ce que nous racontent ces chambres, qui nous avons été, mais aussi qui nous sommes. Des extraordinaires bâtisseurs, capables du pire comme du meilleur.